On est de retour dans la zone Country Rock. Merci Jean-François de nous céder le micro à moi et Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Aujourd'hui, sujet qui touche peut-être un certain nombre de personnes et il faut vraiment l'aborder parce que lorsqu'on parle de syndic, il faut vraiment parler des solutions aux problèmes d'endettement parce que il y a des gens avec les taux d'intérêt qui montent, avec ce qui s'en vient en avant de nous autres, qui vont avoir énormément de difficultés à rencontrer. Ils ont peut-être besoin d'outils pour rencontrer. C'est peut-être le temps d'en parler de ces problèmes-là et de voir les différentes solutions là, qu'on pourrait avoir. Premièrement, est-ce qu'on a des solutions en avant de nous autres? Est-ce qu'on en a quelques-unes? Oui, ce que je pensais aujourd'hui parler de 6 grandes solutions là, qui existent pour les gens qui ont des difficultés financières. Ouais. Bon. Alors, si on parle de solutions pour des gens qui ont des difficultés financières, on part de 6. Donc, on part de la solution la moins pire, peut-être au départ. Peut-être parler un peu, c'est quoi J'imagine que ça va dans les alentours de la gestion du budget, là, la première solution, là. Effectivement, la première solution, c'est celle qu'on est capable de gérer soi-même sans personne, hein, évidemment. Donc, dès qu'on a un certain nombre de dettes puis qu'on dit non, là, faut s'en sortir, la première solution, c'est de faire un budget, d'établir ses priorités. Donc, ça veut dire regarder là, ce qu'on a absolument pas le choix de payer, que ce soit le logement, que ce soit un paiement de véhicule. Donc, de regarder ça et d'évaluer combien il nous reste pour nos dépenses qu'on pourrait appeler discrétionnaires, ce qu'on choisit de faire. Et il faut allouer une partie de cet argent-là pour payer nos dettes. Un horizon que je considère toujours raisonnable, là, c'est en bas de 5 ans. Si on n'est pas capable d'avoir un plan de match personnel là, de soi-même là, pour ne plus avoir de dettes dans 5 ans, donc si on n'a pas cette capacité-là, faut consulter pour aller voir les autres options, justement. Et là, on parle pas évidemment de 5 ans, on parle pas de la maison, là, mais mettons qu'on exclut l'hypothécaire. Là. OK. Mais là, on parle d'un budget personnel. Ça veut dire que on n'est pas dans le recouvrement, on n'est pas rendu là, mais on peut quand même aller voir quelqu'un pour se faire recommander des façons de faire avec un budget personnel, peut-être également. Oui. Effectivement, c'est sûr que les gens qui n'en ont jamais fait ou qui ont des difficultés, ils peuvent venir nous voir. Ces rencontres-là sont gratuites et puis on va évaluer avec eux. On va faire le budget avec eux, on va leur donner des trucs, des outils pour les faire et pour arriver à finalement être autonome par la suite pour se faire un plan de match où on peut même participer au plan de match et on va s'assurer de payer toutes les dettes à ce moment-là de cette façon-là en établissant dans notre budget une capacité de paiement. Bon, et là, si ça va pas bien, qu'on n'est pas capable de rencontrer dans un budget personnel, là, il faut aller du côté souvent d'une deuxième hypothèque ou de refaire l'hypothèque de la maison pour aller chercher de la liquidité pour clairer les dettes. Pas drôle, ça non plus. C'est sûr que si quelqu'un a une maison et a de l'espace sur sa maison, que ce soit sur sa marge hypothécaire ou que ce soit au point de vue qu'il y a de l'équité sur sa maison, le refinancement hypothécaire, c'est une solution intéressante parce qu'évidemment, ça n'endommage pas notre dossier de crédit et il faut s'assurer quand même de certaines choses. Il faut s'assurer, premièrement, que ça règle tout notre problème. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tout mettre nos dettes sur notre financement hypothécaire. Ça va être un taux d'intérêt qui va être automatiquement plus bas que si on est sur une carte de crédit ou si on est sur un prêt personnel. Mais faut faire quand même attention au taux d'intérêt. C'est pas systématique. Donc, il y a des prêteurs là, qui vont prêter dans des refinancements hypothécaires, des deuxièmes chances au crédit, qui vont prêter à du 12, 13, 14 %. Si on fait ça, il faut être certain que la solution va fonctionner, rentre dans le budget et qu'on a magasiné ce taux-là aussi. Là. Donc, toutes les refinancements hypothécaires, un taux, ça se magasine. Il faut faire attention au taux. Au-dessus du 9-10 % là, on commence à être dans les deuxièmes chances. Donc, il faut faire attention avant d'accepter ça, être sûr que ça règle notre problème. Parce que la journée où on a fait un refinancement hypothécaire, on ne peut plus revenir en arrière. On a donné notre maison en garantie. Là. Donc, il faut être certain qu'on a réglé notre problème. Et puis, c'est à long terme également. Alors, hein, c'est pas une dette qu'on rembourse en 5 ans. En tout cas, normalement, on va la rembourser sur 20 ans ou 15 ans, là, dépendant de l'hypothèque qu'on a. Absolument, mais il y a certains prêteurs, quand on est dans des taux plus élevés, qui vont vouloir faire avoir une stratégie de sortie qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont prêter à un taux élevé pendant 2-3 ans pour que éventuellement les gens puissent se refinancer dans une institution financière. Mais ça, il faut vraiment l'analyser comme il faut avant de faire ça. Oh mon Dieu, il y a des options, là, autrement dit, qui sont quand même relativement intéressantes. Et si on est obligé de tout consolider, de consolider nos dettes comme telles, on s'y prend comment pour régler ça? Parce que là, on est débordé, c'est ça que ça veut dire. Puis le refinancement hypothécaire, peut-être pas une solution non plus. Donc, il faut consolider tout ça. Là.
Ouais, si le refinancement hypothécaire n'est pas une solution parce qu'on n'a pas d'espace sur notre maison ou qu'on n'a tout simplement pas de maison, Ouais. la solution suivante, c'est la consolidation de dettes. Essentiellement, c'est d'aller voir une institution financière et de mettre toutes nos dettes ensemble, donc pour avoir un seul paiement, un seul taux d'intérêt qui se veut avantageux. Encore une fois, il faut faire attention aux prêteurs là, qui vont faire ça des fois à du 20 et plus. On se rappelle là, qu'on avait discuté qu'à partir de 30 un taux d'intérêt au Québec est considéré comme abusif. Quand on est dans une consolidation de dette, à partir du 20 il faut être conscient qu'on est quand même dans le risqué. Là. Oui. Et il faut absolument que ça rentre dans le budget. Donc, il y a des gens qui vont faire une consolidation de dette, qui vont s'asseoir avec leur institution financière et qui ne regarderont pas leur capacité de paiement. Ils vont tout simplement regarder, qu'est-ce que je peux faire? La banque va arriver avec une solution, puis les gens vont l'accepter d'emblée. Donc, ça, c'est problématique. Il faut calculer son budget. Il faut s'assurer que le paiement qu'on va avoir par mois rentre dans le budget sur un délai raisonnable, encore là, souvent qui est autour de 5 ans. Il faut que ça règle tous les problèmes, un peu comme on disait pour le refinancement hypothécaire. Si ça ne règle pas tous les problèmes, on a mis un pansement sur une hémorragie, c'est pas l'idéal. Et le dernier point que je voulais dire sur la consolidation que les gens doivent absolument avoir en tête, avant de mettre un endosseur, soyons très vigilants, parce que de mettre quelqu'un dans la situation, mettons, on a des difficultés financières, mais on a accès à la consolidation, le taux est élevé, mais on se dit qu'on n'a pas le choix. Des fois, on va se faire demander un endosseur, que ce soit papa, maman, conjoint, frère, sœur, ami, peu importe. Eh bien, ça, il faut se rendre compte que la personne devient responsable à 100%. Donc, si on la paye pas, cette dette-là, qu'on a des retards de paiement, on peut en nuire à notre endosseur. Donc, c'est très, très important de faire attention à ça. Ouais, l'endosseur doit régler la dette à ce moment-là, si je ne me trompe pas, ou c'est pas si formel que ça? C'est que si la personne ne fait pas ses paiements, le prêteur a le loisir de faire les paiements par l'endosseur. Okay. Ou s'il y a carrément un recouvrement qui est mis parce que la personne a sauté trop de paiements, la dette en entier peut être réclamée à l'endosseur. Donc, on est vraiment responsable de la dette comme si c'était la nôtre. OK. C'est vraiment pas une bonne idée, ça. Moi, c'est très aventureux. Le dépôt volontaire, c'est quoi exactement, ça? Le dépôt volontaire, c'est l'ancienne loi Lacombe pour les personnes un peu plus âgées. Le dépôt volontaire, c'est une solution qui se fait avec le palais de justice. C'est une solution qui touche à notre dossier de crédit. C'est une solution qui est très, très rare qu'on l'utilise parce que c'est pas très avantageux. Quand les gens ont le choix d'utiliser le dépôt volontaire, souvent, c'est plus avantageux d'y aller vers les deux autres solutions qu'on va parler après. Parce que le dépôt volontaire, il faut payer 100% de ses dettes. Il y a un taux d'intérêt de 5% là-dessus qui est pas très élevé, qui peut être encore indexé là-dessus. Et on touche pareil au dossier de crédit. Donc, entre faire une faillite ou un dépôt volontaire, on n'a pas vraiment aidé notre dossier de crédit si on y va vers le dépôt volontaire. Et normalement, le dépôt volontaire va coûter plus cher que la faillite de loin. Donc, entre les deux, c'est rare que le dépôt volontaire va être une situation. Ça peut être possible si, par exemple, quelqu'un a très peu de revenus, très peu de dettes et qui veut simplement se protéger de ses créanciers puis avoir un seul paiement. Ça peut être possible à ce moment-là qu'on le suggère, mais souvent on va parler de dettes en bas de 5 000 $ pour le dépôt volontaire. Okay. Et il y a quand même une démarche à faire là, et on a l'appui de fonctionnaires au niveau du palais de justice pour le faire, mais c'est pas nécessairement des gens qui vont suivre le dossier de la même façon là, qu'un syndic le ferait. Donc on a moins d'appui et on n'a pas de conseil au niveau rétablissement budgétaire. Là. OK. C'est vraiment un à côté par rapport à tout ce qu'on a parlé jusqu'à date, là. C'est ça. C'est très rare qu'on l'utilise, mais c'est une option qu'on va envisager, mais pour les gens qui ont très, très peu de dettes et qui veut juste obtenir une suspension des procédures. OK. Puis proposition aux consommateurs, ça veut dire que là, on propose un remboursement d'un pourcentage de la dette ou la dette au complet? Le principe de la proposition de consommateur, qui est la prochaine solution, c'est une offre qu'on fait aux créanciers tout simplement. Cette offre-là va varier en fonction de calcul. En fait, ce qu'on fait là, quand on fait une proposition de consommateur, c'est qu'on va calculer comment coûterait la faillite à la personne et on va offrir plus aux créanciers essentiellement. Donc, on se trouve à dire aux créanciers, regardez, monsieur, madame paierait tel montant si elle faisait faillite. La personne veut tenter d'éviter la faillite, on vous fait une offre. Donc, nous, on agit dans ce temps-là comme intermédiaire. Ça prend une licence de syndic pour déposer une proposition de consommateur. Et je suis le seul avec une licence en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose une proposition de consommateur, on négocie avec les créanciers.
typiquement, je vous dirais que ça joue entre les 20-30% des dettes, les offres qu'on fait. Donc, les gens se libèrent de beaucoup de dettes avec la proposition. Mais ce que je vous dis là, c'est une règle du pouce. Il y a des gens qui ont beaucoup d'actifs, beaucoup de revenus. Il va falloir qu'ils payent à ce moment-là plus cher s'ils font une offre aux créanciers parce qu'ils ont plus à saisir si les créanciers refusent l'offre. Donc, nous, on agit vraiment, là, on regarde le bilan de la personne, on regarde son budget, on s'assure qu'il y a une capacité de paiement pour faire cette offre-là et on s'assure aussi que c'est la meilleure solution, évidemment. Et ce qui est beau avec la proposition, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre 100% des créanciers, il faut convaincre juste la moitié. Okay. Donc, même si on a des créanciers récalcitrants ou du monde qui nous haïssent, comme on dit, ou des agences de collection très agressives, agressives, on n'est pas obligé de convaincre tout le monde. Donc, ça passe par une négociation à 50% et c'est permis comme ça, c'est dans la loi. Donc, ça règle des problèmes pour beaucoup de gens. Puis c'est une solution qui est, depuis plusieurs années, je vous dirais, 2 fois plus populaire que la faillite. Il y a 2 fois plus de gens qui déposent de propositions que de faillite. Parce que la faillite, à quelque part, c'est le dernier recours. Là. On n'est plus capable de rien faire, on arrête tout, là, puis on dit on tombe. Mais la faillite, en fait, c'est à la base, comme la proposition, c'est pour se protéger de saisie et du harcèlement des créanciers. Dans les 2 cas, ça fait la même chose. La faillite, c'est très mathématique. On va calculer c'est quoi les revenus de la personne, c'est quoi les actifs de la personne, et ça va nous donner un chiffre. Cette personne-là va payer ce chiffre-là pendant la durée de sa faillite et à la fin, elle va être libérée de ses dettes. Donc, c'est comme une espèce de paiement volontaire qu'on fait basé sur notre capacité de paiement qui est établi par moi, donc par le syndic, et en suivant la loi, évidemment, pour arriver à régler toutes ces dettes. Et évidemment, en faillite, on ne paye pas 100% de ses dettes, on paye une fraction de ses dettes et on se libère de ses dettes. Les gens ont, à tort, l'impression que ça prend 7 ans à rebâtir son dossier de crédit après une faillite. C'est faux. Ça pourra faire l'objet d'une chronique plus en particulier sur la faillite. Oui, effectivement. La proposition aussi touche au dossier de crédit de façon différente, mais ça, il faudra prendre le temps dans une autre chronique d'y aller plus en profondeur, je vous dirais. Effectivement. Mais lorsqu'on dit qu'on fait une faillite, ça veut dire qu'on perd aussi ses biens ou une partie de ses biens, à quelque part. On doit remettre ses biens. Ben, en faillite, vous venez d'à peu près dire effectivement le plus gros mythe sur la faillite, mais c'est pas vraiment ça. En fait, je vous dirais que 90% de mes clients ne perdent aucun actif en faillite. Il y a des stratégies qu'on a à faire en faillite qui nous permettent de garder tous nos actifs. C'est très rare qu'on a à saisir. Je vous dirais, je vends 1 à 2 maisons par année, puis il y a énormément de dossiers de faillite ou de propositions qui se passent dans une année en Abitibi-Témiscamingue. Mais c'est très rare que les gens perdent des actifs s'ils veulent les garder. OK. C'est un choix, quelque part, de travailler dans ce sens-là. Oui, absolument. Ça, on pourra effectivement le décortiquer un peu plus quand on aura une chronique entière sur la faillite. Oui, ça pourrait être fort intéressant. D'ailleurs, on va en parler. On ne fait que commencer ces chroniques-là qui sont d'ailleurs vraiment intéressantes. J'espère que ça va éclairer un petit peu nos auditeurs à travers tout ça, ces solutions-là qu'on a amenées, puis les portes de sortie qu'on peut avoir. Et Pierre-Paul, s'ils veulent vous contacter, on s'y prend comment? Oui, les gens peuvent nous joindre en fait par téléphone au 1844 LACASSE, LACASSE. Ils peuvent nous rejoindre sur notre site internet lacassesyndic.com ou sur notre Facebook LACASSE et SSI. Voilà, Pierre-Paul, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Ce fut encore une fois très agréable. Merci beaucoup, bonne journée.